Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 12 avril 2022. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, demain, nous avons aussi la session de trading live avec VAMFIBO. Euh, pour rappel, VAMFIBO 50 organise chaque mercredi une session de trading live avec des prises de position en temps réel, bien évidemment, selon les conditions de marché. Donc, si vous êtes intéressé pour assister à cette session, eh bien, n'oubliez pas de vous inscrire demain à 8 heures. Comme d'habitude, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, catalyseur clé pour les marchés d'un point de vue macro. Comme je vous disais, on a une semaine assez intense sur les marchés, que ce soit les données macro, mais aussi micro, puisqu'on a l'inflation US qui sera publiée aujourd'hui à 14h30. Et ensuite, on aura quand même euh, les résultats, la publication des résultats trimestriels des sociétés. Donc, bien évidemment, ce sont les bancaires qui vont ouvrir le bal et on attend le début des résultats à partir de jeudi. Encore une fois, Wall Street a été plombé hier par la hausse des rendements obligataire, encore une fois, dans un contexte justement de nervosité provoquée par la hausse des rendements des emprunts d'État, sur des craintes forcément d'une accélération par les grandes banques centrales du resserrement, encore une fois, de leur politique monétaire, et la hausse des prix et les politiques des banques centrales restent quand même au cœur des préoccupations des investisseurs en ce début de semaine. Donc, effectivement, l'indice des prêts à la consommation aux États-Unis, attendu ce mardi, devrait s'établir en hausse de 8,4% sur un an en mars, accentuant davantage finalement la pression sur la Réserve fédérale pour tenter de contrôler l'accélération de l'inflation. Et certains acteurs estiment que la Fed devrait même annoncer 2 hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai puis en juin, ce qui pourrait compromettre effectivement la croissance de la première économie mondiale. Donc, effectivement, un tour de vis plus agressif avec une hausse de 50 points de base. Maintenant, comme vous le savez, toute la difficulté de l'exercice réside à faire en sorte qu'on ait un atterrissage en douceur et pas un atterrissage brutal, auquel cas, effectivement, on pourrait compromettre la croissance de la première économie mondiale, même pas que des États-Unis, même en zone euro. En tout cas, on a le même combat, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, celle de l'inflation. Et une politique monétaire trop agressive permettrait certes de juguler l'inflation, mais pourrait compromettre la croissance. Auquel cas, voilà pourquoi on a des craintes, notamment sur l'inversion de la courbe des taux, puisqu'on évoque une récession. Néanmoins, une récession met pas mal de temps avant d'arriver, mais à court terme, c'est ce que price certains investisseurs. Ce matin en Europe, forcément, on recule, pareil, avant les données de l'IPC. La crainte d'un emballement de l'inflation susceptible d'entraîner un resserrement monétaire rapide de la part des banques centrales forcément pénalise les marchés actions. Le marché obligataire, lui, connaît ce mardi un nouvel épisode de hausse des rendements des emprunts d'État, puisque le rendement à 10 ans prend près de 4 points de base, on est à 2,8%, on évolue au plus haut depuis décembre 2018, il y a encore quelques séances, on était seulement à 2,4% si vous regardez les 10 ans américains, aujourd'hui on est à 2,8, donc plus haut depuis décembre 2018, et son équivalent allemand, la référence en zone euro, on est grimpé à 0, à peu près 86%. Au plus haut quand même depuis juillet 2015. Donc forcément, l'accélération des rendements d'État pénalise le marché action, très clairement, mais on constate que l'once d'or résiste, lui, plutôt bien, malgré une accélération assez importante des rendements.
Donc, ce qui montre bien que les investisseurs sont quand même intéressés pour s'orienter vers les actifs dits refuges et surtout les actifs qui servent de protection contre l'inflation. La thématique de l'inflation s'impose forcément à l'approche de la publication des chiffres mensuels des prêts à la consommation aux États-Unis à 14h30, donc vraiment une stat clé. Et en fonction de ces données, ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur le scénario d'un resserrement monétaire plus prononcé que prévu. Forcément, actuellement, on price 50 points de base pour les 2 prochaines réunions, mais si bonne surprise, peut-être que la Fed pourrait se laisser du temps, encore une fois, et d'augmenter les taux que de 25 points de base. Bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est pricé par le marché, ni par les Fed Funds. On est sur 50 points de base. Comme je vous le disais, là, l'IPC est attendu à 8,4% en rythme annuel en mars, ce qui représenterait quand même la plus forte hausse de l'indice depuis janvier 1982. Donc forcément, avec un tel pic d'inflation, la Fed doit faire le nécessaire pour éviter que l'inflation ne rogne le portefeuille des ménages et les marges des entreprises. Ici, c'est un graphique représentant la corrélation du Bitcoin avec le Nasdaq. Et finalement, on pourrait se poser la question si depuis début 2022, le Bitcoin ne serait pas du Nasdaq en mode effet de levier, tout simplement. Voilà, on a la grande impression que finalement, le BTC qui est censé représenter actuellement, soi-disant, la théorie nous disant que ce serait un or numérique, ne remplit pas finalement les conditions espérées. Très clairement, à terme, à moyen long terme, peut-être, je ne remets pas en question cette théorie, peut-être que le Bitcoin deviendra une véritable valeur refuge, un or numérique, comme certains l'espèrent, mais en tout cas, à court terme, pour l'instant, il ne remplit pas ces conditions. Et même, on a une très forte corrélation avec l'indice Nasdaq. Donc finalement, le BTC représente du Nasdaq avec un effet de levier. C'est comme si on avait un tracker sur le Nasdaq, mais avec un effet de levier. Effectivement, hier, le Nasdaq a perdu plus de 2%, le Bitcoin 4%, l'Ethereum 6%. Donc le sentiment qu'on a une corrélation, vous voyez, qui a atteint un nouveau plus haut. J'évoquais la corrélation, je ne sais plus, c'était en fin de semaine dernière avec le S&P 500. Je vous disais corrélation positive de 0,55 avec le S&P 500. Mais là, la corrélation avec le Nasdaq 100 est véritablement assez forte, puisqu'on atteint, vous voyez, les 0,70%. Donc, on n'a jamais eu une telle corrélation entre le BTC et le Nasdaq. Sentiment que le BTC est pressurisé lui aussi par les rendements obligataires, la hausse assez forte du dollar et le resserrement de la politique monétaire de la Fed, qui, comme vous le savez, pénalise les valeurs technologiques et les valeurs de croissance. Donc pour l'instant, le Bitcoin est considéré un peu comme une valeur de tech, une valeur de croissance, corrélation positive, mais extrêmement positive même avec le BTC. Par conséquent, à court terme, on n'est pas dans un cas de figure d'or numérique, bien au contraire, on est vraiment sur un actif complètement corrélé au Nasdaq et par conséquent, tant qu'on aura une corrélation aussi forte, eh bien, il faudra peut-être revenir un peu plus tard sur le BTC pour espérer un nouveau cycle, moins corrélé au marché traditionnel, moins corrélé au Nasdaq, pour finalement, tout simplement, générer de la performance. Car actuellement, la corrélation est tellement positive que finalement, depuis maintenant 1 voire 2 semaines, le Nasdaq
cède un peu du terrain et le Bitcoin nous donne des faux signaux en cassant la fameuse résistance des 45 000 et retombé, on a même cassé les 41 000, bref. On sent que le risque baissier domine au même cas que sur le Nasdaq. Ici, vous avez le bilan du G4 par rapport à l'indice MSCI World Index. Donc, le G4, hein, ce sont les banques centrales, notamment Fed, BCE, BOJ et la Banque centrale de Chine. Et très clairement, on constate que la réduction du bilan impacte quand même l'indice mondial. Donc, le MSCI World, très clairement, c'est un peu le S&P 500 mondial comme référence. Donc, indice de référence mondial. Ici, on voit quand même que le choc lié au Covid a créé quand même une expansion du bilan assez impressionnante, dans le sens où on avait un bilan du G4 qui était à 9 000 milliards. Non, pardon, ça c'est le top qui a atteint le bilan de la Fed. Il est aujourd'hui à 9 000 milliards de dollars. On était, pardon, à 15 000 milliards de dollars et on a quasiment doublé. Vous voyez, on a atteint, je crois, les 28 000 milliards de dollars, quasiment 30 000 milliards. Bref, du jamais vu dans l'histoire de la bourse. Le bilan a doublé en l'espace de 2 ans. Maintenant, forcément, on constate aussi que l'indice MSCI, qui était vers les 5500, lui aussi a doublé. Donc, au fur et à mesure que les liquidités augmentent, la performance des indices, elle aussi, augmente. Donc ça, point clé à retenir, mais je l'ai quand même pas mal de fois répété, les indices évoluent en tandem avec les liquidités des banquiers centraux. Et donc en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu justement une Fed qui s'est montrée un peu plus hawkish, avec plusieurs hausses de taux et une réduction du bilan. Donc les marchés ont quand même encaissé les premières hausses de taux, mais la troisième hausse de taux a été un peu rude pour les marchés et en décembre 2018, les marchés perdaient plus de 20% et Jérôme Powell a très clairement fait volte-face en disant qu'il ferait le nécessaire pour soutenir l'économie, pour éviter un ralentissement de la croissance. Derrière, finalement, encore une fois, énorme V-bottom et le marché est de nouveau reparti. Donc ici, c'est vrai que on a le sentiment qu'on est en train de reproduire ce scénario en 2018, mais on n'avait pas la problématique de l'inflation. Par conséquent, ici, on a quand même des banquiers centraux qui se montrent bien plus agressifs. Là, on était sur 3 ou 4 hausses de taux. La quatrième hausse de taux n'est pas passée. Derrière, on fait volte-face et on fait en sorte que le château de cartes ne s'effondre pas. Ici, malheureusement, la problématique, c'est que nous avons l'inflation. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas eu de pic d'inflation. Par conséquent, des banquiers centraux qui tentent de faire le nécessaire et qui se montrent un peu plus agressifs, avec notamment des hausses de taux de 50 points de base et des Fed Funds qui price quand même encore 7, voire même 8 hausses de taux en 2022. Ce qui, selon moi, me paraît toujours assez élevé, important et inconcevable pour la continuité des marchés financiers. En tout cas, je pense que très clairement, les marchés vont opposer de la résistance et qu'ils n'auront pas les reins suffisamment solides pour encaisser autant de hausses de taux. Maintenant, pareil, la Fed prévoit de réduire son bilan de quasiment 100 milliards par mois. Ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est une goutte d'eau dans cet océan de liquidité. On parle de 100 milliards par mois dans un bilan du G4 qui représente quasiment 30 000 milliards. Donc très clairement, c'est juste une décision symbolique, mais on n'a pas une véritable réduction du bilan. Car elle sait la fait que sa politique monétaire agressive pourrait générer une performance négative sur les marchés. En tout cas, on pourrait avoir soit un gros range,
soit un début de marché baissier. Donc, la Fed, encore une fois, selon moi, va se laisser du temps, n'opte pas pour une réduction de bilan trop agressive, auquel cas, comme vous voyez ici, les liquidités évoluent en tandem. Donc, si elles diminuent trop fortement les liquidités et qu'on a 6, 7, voire même 8 hausses de taux, forcément, gros risque que les marchés entrent en territoire de bear market. Donc, comme je vous le disais en introduction, toute la difficulté réside dans la capacité à trouver un juste équilibre pour juguler l'inflation, procéder à un resserrement monétaire qui permettra un atterrissage en douceur. Si atterrissage brutal, risque de ralentissement de la croissance, risque de récession et donc risque de bear market sur les marchés financiers. Direction la partie technique maintenant, où le CAC 40 quand même est venu taper notre zone d'achat. Pour l'heure, je resterai quand même assez neutre sur l'indice, dans le sens où avant les chiffres de l'inflation, je ne vais pas m'amuser à mettre en place un plan de trading, mais on est quand même venu taper notre zone qu'on attendait. Vous voyez ici, la zone basse, c'était la zone d'achat sur repli. Donc c'est ce que je vous disais. J'aurais aimé qu'on vienne chercher un peu plus bas, dans le sens où il manquait pas grand-chose. J'aurais aimé qu'on vienne combler le gap. 6380. Bon, ça reste quand même une zone. On voit qu'on a une réaction du marché. Ici, on a la petite jaune en plus qui remonte. Donc, je vais élargir cette zone. Et je suis toujours intéressé en trading pour chercher des achats dans cette zone. Voilà. 6360, 6415. Donc là, on a une réaction positive du marché. On ouvre avec un gap baissier. Je vous disais, c'était bon, la zone pour les shorts à viser au plus bas avant de commencer de nouveau à rechercher des achats. Et par conséquent, peut-être que certains ont tenté de mettre à profit cette zone. Effectivement, c'est un niveau intéressant pour de nouveau viser les 50%. Maintenant, assez neutre, très honnêtement, sur l'indice, avant la publication de l'inflation, même avant les résultats d'entreprise. Et bon, un nouveau range est possible. Donc là, pareil, de nouveau intéressé pour chercher des ventes. On arrive, vous voyez, prisonnier entre Kijun, Tenkan. La Kijun va se mettre à plat, la Tenkan va redescendre par ici. Donc, phase d'hésitation du marché, très clairement. Donc, à court terme, pas de plan vraiment swing, plutôt une zone à travailler à l'achat, à la vente. Bien évidemment, cette zone, je l'évoquais depuis pas mal de temps. Donc, si on peut aller un peu plus bas sur les 38,2, venir véritablement combler le gap, bien entendu, je suis intéressé pour chercher des achats. Après, à la hausse, voilà, on bloque quand même. Il faudrait s'extraire ici des 6570 pour aller chercher notre oblique. Donc, pour l'heure, zone de neutralité. C'est pas dit que le marché aille plus bas, très honnêtement. À voir comment, une fois, les investisseurs vont réagir aux données de l'inflation. Mais pour l'heure, je verrais bien un range à venir. Voilà. Pas de plan swing. On a un marché qui fait plus grand chose maintenant depuis une semaine, dans l'attente, à mon avis, d'un prochain catalyseur. Donc, plutôt des achats en bas. Pas trop éviter les achats en haut parce qu'on a quand même pas mal de points qui bloquent. Plutôt des ventes allégées. Et en cas de cassure de ce gros niveau, voilà, pourquoi pas aller chercher de nouveau notre oblique. Le DAX, bon, on est venu taper la zone de nouveau, donc pareil, on avait abaissé les stops ici. Là, je considère que l'objectif a été atteint. Il y avait un plan short qui avait été déclenché la semaine dernière en swing pour le coup. Là, mon objectif a été atteint sur le DAX. Vous voyez, on est venu taper ma zone ce matin. Donc, fin du trade. Très clairement, je passe neutre. Finalement,
la même conclusion que sur le CAC 40, très clairement. Vous voyez, bon, on n'est pas aussi proche de la Kijun, mais voilà, prisonnier entre Tenkan Kijun dans le nuage. Bon, neutralité pour moi, plutôt un range ici, de nouveau. Fin des achats, effectivement, car on est sur une zone. Voilà, on a une réaction, on a fait gap baissier, vous voyez que ça a été payé tout de suite par les acheteurs. Donc pour moi, c'est un niveau à mettre à profit. Peut-être que certains ont débouclé la position vendeuse et ont tenté un achat ce matin. C'était une très bonne chose, avec un stop loss, ma foi, sous votre Kijun, donc juste ici. Et pourquoi pas viser la Tenkan. Donc là, pareil, j'arrête les ventes, très clairement. J'ai plus envie d'être vendeur sur l'indice. Je pense qu'on a atteint un niveau clé. Maintenant, je vais supprimer l'Ichimoku, enfin, le cacher. Je vais voilà, supprimer ce trade. Pour moi, l'objectif a été atteint ici, l'objectif majeur. Et essayer de cadrer un peu la dynamique qu'on pourrait avoir. Bon, canal baissier de court terme. On est quasiment venu sur la borne basse. Rebond. L'idéal, effectivement, ce serait de venir combler le gap. Pour l'instant, là, j'estime qu'on est un peu au milieu du désert, au milieu de nulle part. Donc bon, si on peut avoir un repli de nouveau dans la zone, pourquoi pas chercher des achats. Celles et ceux qui sont déjà positionnés à l'achat sur la zone, eh bien, je pense qu'on peut déjà même remonter le stop et aller chercher le complément du gap. Et en cas de cassure des 14 130, de nouveau viser un peu plus haut, 14 370. Voilà. Je ne vais pas non plus un grand biais haussier. Très honnêtement, je trouve que le marché hésite. Il n'y a pas beaucoup d'indications. Il n'y a pas une certitude qu'on aille plus bas, qu'on accélère vraiment à la baisse, non plus qu'on accélère vraiment à la hausse. On pourrait végéter en fait. Et donc vraiment intervenir que sur des niveaux clés, prendre rapidement des profits, dans l'attente finalement d'avoir un peu plus de visibilité sur ce marché. Voilà. Je trouve qu'on manque un peu de visibilité. J'ai pas un énorme biais haussier, on a juste des petits niveaux à aller chercher. Donc pour l'heure, le plan swing à l'achat est un peu léger, plutôt une configuration selon moi d'intraday. Voilà, on arrive sur des zones, on paye, on prend 50, 100 points et on se retire du marché dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité derrière. Mais pour l'heure, voilà, zone ici à mettre à profit. Si vous êtes acheteur, tant mieux. Un gap à venir combler. En cas de cassure des 14 130, visez au mieux, voilà, Blacky June, la zone ici, 14 400. Mais bon, ça me paraît un peu ambitieux d'aller chercher ce niveau-là sur la séance du jour. En tout cas, les 14 130, complément du gap, ça oui. Mais ce niveau-là, on pourrait finalement évoluer dans ce canal baissier, donc plutôt des plans intraday que swing sur le DAX. Le Dow Jones, à la croisée des chemins, on est sur le bas de range 4 heures avec MM50 qui remonte. Donc ça, effectivement, j'ai pas une belle oblique malheureusement. Donc ça, effectivement, c'est un bon point. Est-ce qu'il ne nous ferait pas une épaule tête-épaule, une nouvelle épaule tête-épaule? Effectivement, celle-là est belle, vraiment. Oui. Hop, si on cache un peu, on pourrait avoir ce scénario d'épaule tête épaule. J'aime beaucoup la MM50 qui remonte sur le bas de range, comme je vous le disais. Donc pour l'heure, deux plans s'offrent à nous. Le plan vendeur. Ce qui me dérange dans le plan vendeur, c'est la zone ici. Et j'aurais peur de me prendre un bear trap. Que ça casse, que ça vienne chercher la zone, rebond et qu'on se fasse sortir. Ce qui m'embête, c'est d'avoir cette zone-là. On a une très belle ligne de coup. Mais la zone ici, qui est quand même une zone assez forte, comme vous le savez, notamment sur les futurs, on passera après, pourrait créer un bear trap. Donc ça, c'est le point négatif. Donc pour l'instant, ce n'est pas validé, à voir avec les données de l'inflation. Je pars du principe qu'on est toujours dans un range, néanmoins, je n'ai pas changé de retournement. Là, on a fait une rotation partielle, retour en bas, donc à surveiller à 15h30, surtout après l'ouverture américaine.
pas de précipitation à 14h30 après les chiffres de l'inflation, plutôt attendre que le marché digère un peu et que les opérateurs américains arrivent sur le terrain. Mais pour l'instant, phase de trading range. Si on a une grosse bougie baissière, ok, on passera baissier, un stop loss au-dessus et on visera un peu plus bas. Pour l'heure, je reste voilà, dans une phase de trading range, de stabilisation du marché. On a notre grosse zone ici. Donc pour moi, c'est ça le pivot clé. Très clairement, c'est la zone. Et pour rappel, malgré la baisse, effectivement, ça commence quand même à se dégrader. Bon, on a quand même tenté l'incursion dans le nuage. Signe que les baissiers voilà, tentent de faire quelque chose. Mais pour moi, il faut qu'on aille un peu plus bas. Et si on passe sur les futurs, pour essayer d'affiner un peu ce plan, ok, ça remonte un peu, mais on a une très belle zone. On a une très belle zone et on a des éléments qui convergent. Donc là, notre zone, elle est ici. Donc de nouveau, je vais enlever voilà. Hop, cacher. Donc ouais, on a fait un excès de nouveau sur cette zone. Hein. Je pense que le range, on peut peut-être l'élargir un peu sur les futurs et vraiment prendre le haut de zone. Donc de nouveau, on est venu taper ce niveau-là. Pour moi, il faut vraiment qu'on casse ce seuil pour accélérer. Et effectivement, je passerai baissier. Pour l'heure, sur le cash, on est toujours dans un range. En données 4 heures, je n'ai pas de chandelier de retournement. Je vous disais éventuellement ce qui pourrait être intéressant hier, le plan c'était si on sort par le haut pour aller chercher un peu plus haut. Pourquoi pas vendre? Je ne sais pas si certains ont vendu pour viser le bas du canal. Effectivement, on est venu le taper, mais ça tient. Voilà, on a bas de canal ici, on a tenté un petit avalement horaire, donc à surveiller sur le cash. Mais pour l'heure, ce n'est pas, c'est une correction au sein d'une reprise haussière. Voilà, pour moi, on inversera la tendance, ça passera baissier si on break ce fameux niveau. Donc pour l'heure, à surveiller après les chiffres de l'inflation, mais si réaction positive du marché, eh bien pourquoi pas chercher un achat avec un stop loss sous le bas de la zone et viser en TP1 la borne haute du canal et si ça casse, le haut de range. Voilà le plan selon moi, selon la réaction du marché. Bien entendu, je vous invite quand même à attendre l'ouverture à 15h30. Mais voilà le pivot clé à préserver. Tant que ça tient, je cherche des achats. Si ça casse, effectivement, on validera l'épaule des épaules sur le cash et donc un risque de correction un peu plus profond. Sur le Forex, c'est extrêmement mou. Il ne se passe absolument rien. Celles et ceux qui sont rentrés sur la divergence ici, honnêtement, vous êtes en légère perte. Peut-être que certains sont rentrés par ici. Donc, légère perte ou break-even presque. Honnêtement, je pense qu'il faut mieux sortir. L'euro-dollar n'arrive pas à rebondir. On est dans notre zone, mais il ne se passe rien. C'est mou. Il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de contrepartie acheteuse. À la baisse, ça bloque. Très honnêtement, je reste à l'écart. Voilà, on est dans un micro-range ici. Mais je ne suis pas convaincu. Hier, autant après les élections, j'avais vu un beau gap haussier. Je me dis, bon, il y a un départ de flux, ça peut être sympa. Finalement, ça retombe complètement, malgré le gap haussier lié aux élections présidentielles. Je voyais un départ vers les indices, effectivement, avec ce gap haussier, départ de flux. Finalement, c'est complètement retombé. C'est léthargique. Donc pour moi, pas de position. Au contraire, mieux vaut déboucler, ne pas prendre de risques avant l'inflation américaine et revenir plus tard. Voilà. Laisser la poussière retomber. On est dans un range, micro-range, on a notre oblique, mais très honnêtement,
une grosse partie de la baisse a été faite. J'ai pas de signe haussier. Ça manque de flux, ça manque de carburant, ça manque de peps. Les acheteurs ne montrent pas de force. Par conséquent, j'ai pas envie de forcer l'action. Voilà. Sur l'euro-dollar, attendons les chiffres de l'inflation. Si on a un départ de flux, on prendra le train. Voilà. Si ça la baisse, on cherchera des signaux baissiers dans cette tendance baissière. Et si on a une belle bougie flux à la hausse, on verra ce qu'on fait. On a pour moi un range. Mais on a des vraies mèches et un peu des mèches assassines, vous voyez, à la hausse, à la baisse. Il faut bien mettre ses stop loss. Les stop loss trop serrés ici, sorti, à la baisse ici, sorti. Donc on a ce range. On est en train de végéter là-bas dedans. Et par conséquent, je préfère attendre une rupture d'une des deux bornes. Ou attendre les chiffres de l'inflation pour essayer de trader ce range. On est sur des niveaux clés, mais j'ai pas de signe haussier et à la baisse, pour l'instant, se stabilise. Donc, soit pour les plus expérimentés, vous essayez de trouver des signaux sur les bas de range, haut de range pour jouer un peu la volatilité, même si on n'a pas beaucoup. Sinon, attendez patiemment la cassure d'une des deux bornes pour rentrer en position et prendre le train. On a exactement la même chose sur le GBP USD. Hier, je vous disais quand même de surveiller la MM50 horaire et vous voyez que c'est pas passé. C'est pas passé et donc toujours pas de prise de position sur le GBP USD. Ça m'intéresse. Je voyais ce beau double creux. Je vous disais, l'élément qui me dérange, c'est qu'on est capé par la MM50 depuis le début du mois. On avait ce beau double creux, mais ça n'a pas pris. Sous nuage, sous MM50, donc par conséquent, je vous disais, non, trop tôt selon moi. La borne basse du range tient, effectivement. On a des chandeliers intéressants. Je note des chandeliers d'hésitation qui montrent que finalement, on n'a pas envie d'aller plus bas, mais il me faut un beau chandelier haussier pour mettre en place ce plan. Donc je surveille toujours. Voyons voir si, attendons de voir plutôt si les plus bas tiennent. Si ça cède sous la pression vendeuse, alors mise en place d'un plan vendeur pour aller chercher borne basse de canal. Voilà, on avait deux plans sur le GBP USD. Premier plan, acheteur sur signal 4 heures ou daily à la hausse pour viser TP1, TP2. Vendeur, si cassure des plus bas en clôture du bougie pour viser borne basse du range vers les 1,28. Et on affine en données 4 heures. Voilà, pour moi, il faut affiner en données 4 heures. Là, on se fait des grosses mèches, ça hésite. Maintenant, il faut un départ de flux. Soit à la baisse, auquel cas, une grosse clôture 4 heures sous support. Bon, je pense qu'on peut rentrer en position stop loss au-dessus de la MM50. Une grosse bougie haussière qui vient break mon oblique, mais même 50 horaires et si possible ma kill jaune, eh bien signal haussier, stop loss sous les plus bas, TP1, TP2. Très rapidement, l'USD Yen, là aussi j'attends la réaction. On avait un plan, je l'ai évoqué avec vous hier, le plan de la divergence, il n'est pas validé. Faites attention, c'est extrêmement haussier, je ne joue pas un retournement, si ça se valide, je joue un repli de marché. Pour l'heure, on est sur la zone mensuelle. J'avais expliqué avec vous qu'on avait une très grosse zone mensuelle voilà, au-dessus de la tête. Vous voyez, juste ici, tac, 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 on est pile poil dessus. Cette zone m'intéresse pour tenter un repli. Voilà. Pour l'heure, la divergence n'est absolument pas validée, donc on attend. Et elle pourrait ne jamais être validée. Si on break ici et qu'on accélère, on fera un top, un sommet plus haut que le précédent, et ce sera pareil pour le RSI. Donc on n'aura pas de divergence. C'est un plan que j'observe. Pour l'instant, la divergence est toujours présente. Par contre, elle n'est pas validée. Donc soit j'ai un beau chandelier, soit RSI qui casse en clôture son creux, juste là. Et si on accélère, qu'on casse cette zone, et que malgré ça, on a un repli sur la zone et que le RSI valide, on ne prend pas la divergence. Voilà, on prend une divergence pour être à contre-courant sous résistance, pour jouer un repli. Mais une fois que la résistance est cassée et que ça devient support, même si le RSI est validé, on ne vendra pas en support. Donc on laissera tomber cette divergence et on passera à autre chose.
Donc voilà le plan à surveiller cette semaine. J'en ai un autre dans le même style, c'est les GBP-AUD. J'ai vraiment envie de revenir dessus. Après avoir pris un stop sur anticipation de divergence ici, on a fait une fausse cassure. On a vraiment fait une fausse cassure et une belle mèche basse en hebdomadaire. Voilà. Donc la chasse au stop, belle chasse au stop qui a été réalisée sur le GBP-AUD. Vous voyez, mèche basse énorme, sous bas de zone. Finalement, ça tient. Et j'ai très envie d'être acheteur sur ce niveau. Voilà. Donc là, on a eu un beau bear trap. Belle mèche assassine. Derrière, c'est repris. La divergence a été validée hier sur cette bougie-là, pour le coup. Vous voyez, notre creux, notre sommet plutôt ici, a bien été cassé en clôture sur cette bougie. Magnifique bull trap, ça réintègre. Je l'attends un peu plus bas parce que déjà d'une part, on a validé la divergence, donc ça c'est un bon point, celle-ci. D'autre part, on a réussi à reconquérir notre niveau de support, ce qui montre qu'en hebdomadaire, c'est un bear trap. Et enfin, pour terminer, j'ai le sentiment qu'en donné 4 heures, on pourrait former une petite épaule tête-épaule inversée. Vous voyez, ici. Épaule, tête. J'aimerais bien que ça retombe un peu plus bas. Donc pour l'heure, pas de précipitation. L'idéal, ce serait soit de rentrer à la cassure de la résistance ici, soit de jouer la deuxième épaule et de rentrer sur la deuxième épaule un peu plus bas, avec un stop loss par ici. Voilà le plan que je note sur le GBP-AUD, formation d'une épaule tête-épaule inversée. Donc là, le mieux, ce serait retour sur la MM50, venir pullbacker, prendre un achat ici pour avoir un bon ratio risque-reward, stop loss ici, espérer la cassure de la ligne de coup et viser l'objectif théorique de la divergence. Pour l'instant, un plan à mettre sous surveillance, mais qui m'intéresse vraiment quand je vois ce magnifique bear trap avec grosse mèche basse sur zone, avec un chandelier limite de retournement qui nous forme un marteau en données hebdomadaires. Le gold, TP1 fait pour le coup. Je vous disais hier, bon, vous pouvez prendre des bénéfices si vous le souhaitez. Bon, on a très clairement fait le TP1. Je pense qu'on va remonter le stop ici. On va le mettre en stop win. Comme ça, au moins, on est serein. On va le mettre par ici. Tac. Ouais, ça me semble pas mal. Sous les 50. Petit stop win. Voilà. Pas grand chose, mais bon, c'est toujours, sait-on jamais. Si le marché retombe, au moins on aura déjà pris un TP1 et derrière on sortira quand même avec un léger gain en plus. Donc on remonte le stop, pas à break-even, en stop win. Je pense on est sur des niveaux quand même assez hauts maintenant sur le gold par rapport au range et par rapport au niveau de prix sur lequel on se situe dans ce range. Pour l'instant, je note pas de chandelier de retournement sur la borne haute, donc je n'ai pas envie de déboucler totalement la position. Comme je vous le disais, je cherche un renfort maintenant de cette position. Effectivement, si on affine un peu, on donnait daily, malgré la hausse assez forte des rendements, l'once d'or résiste plutôt bien et est extrêmement solide. Donc là, on est repassé au-dessus de notre Tenkan. C'est un bon point. Effectivement, on bute toujours sur cette fameuse Tenkan. Vous voyez, voilà, on est dessus. Là, on bute sur cette Tenkan hebdomadaire, on est pile poil dessus. Hier, on a été freiné, donc là, on a un petit niveau à passer. Tenkan hebdo, borne haute du range. Donc là, c'est la zone chaude. Donc, pour l'heure, wait and see, j'ai envie de dire, mais pas de chandelier de retournement. En tout cas, un doji, on a clôturé vert, on est aussi vert. On va se rapprocher doucement demain du haut du nuage. Pareil, ça va faire office de support. Bon, pour moi, il faut qu'on aille chercher, faut qu'on aille casser plutôt ce niveau. Donc voilà pourquoi je préfère remonter le stop
en stop win, mais pas déboucler la position, car pour l'heure, voilà. Ici, en données 4 heures, j'ai pas eu de changer de retournement, on se stabilise. On se stabilise, peut-être que l'inflation américaine va déclencher un flux, auquel cas, je renforcerai ce trade, en tout cas pour celles et ceux qui sont rentrés ici ou même par là, pourront à mon avis renforcer. Pour les retardataires, votre signal, ce sera à la sortie du range, potentiellement un double creux. En données horaires, bon, en données horaires, ça reste propre aussi. Voilà. Il y a cette petite oblique, la MM50 qui remonte. Il n'y a pas eu de cassure Tenkan Kijun, malheureusement. Chico était bloqué. Mais bon, on consolide sous résistance. Donc j'ai hâte de voir la réaction de l'once d'or après la publication de l'IPC, auquel cas on aura peut-être un signal technique. Voilà, donc à surveiller. Si effectivement ça retombe très violemment, peut-être qu'il faudra penser à déboucler la position. À vous de voir. Si c'est grosse purge, soit vous laissez votre stop ici, dans tous les cas vous aurez stoppé de manière avec un stop win dans tous les cas. Et scénario inverse, si on expose à la hausse et qu'on casse ce niveau, à mon avis, je pense qu'il faudra placer un renfort sur notre position pour viser les 2020 en TP1. Puis en TP2, les plus hauts historiques. Voilà, donc très clairement, on se trouve à la croisée des chemins et focus sur l'IPC américain qui devrait logiquement déclencher un peu de flux sur le métal jaune. Le Brent, réaction positive sur zone, belle réaction. Peut-être de nouveau un double creux, encore une fois. On est venu combler le gap hein, sur le WTI, pour rappel. Ici, on est venu taper notre zone. Bon, ça bloque. Payer sur touchette ici, c'était un peu limite. Peut-être que certains ont tenté, effectivement. Je vais de nouveau, par contre, élargir ma zone. Moi, allez, voilà. Parfait, ici. Donc, belle réaction sur zone. C'était le niveau que j'attendais pour tenter des achats. Peut-être que certains ont tenté. Bon, on a eu une remontada durant la nuit. Compliqué de payer le pétrole alors que le marché américain est fermé. Pour l'instant, ça tient. Voyons voir ce qu'on a. Ok. Peut-être plutôt un biseau. Ouais, on a une sortie de biseau en cours. Juste ici. Bon. Sortie de biseau est suffisant pour tenter un achat. Ce qui me dérange, voilà, c'est le plaquis de June et la MM50 qui nous arrive droit sur la tête. Mais on a une fin de consolidation dans un biseau. Effectivement, ce sera un stop loss sous les plus bas. Pour viser quoi? TP1, le haut de la zone. Bon, je suis pas. Il se mettra derrière, on n'aurait pas suffisamment de marge. Bon, très honnêtement, je suis pas très à l'aise avec ce plan. J'aime bien la dynamique qu'on prend, effectivement, mais c'est encore un peu tôt. Voilà. J'attends de voir au moins si on valide ce double creux, comme ici. Tac, tac, ça pourrait être intéressant. Et on a la même chose, tac, tac, et vous voyez que ici, on est sur résistance. Donc pour l'heure, j'ai absolument pas envie de payer sous une résistance horizontale, sous une MM50 et sous un plaquis de chou. Voilà.
mais je n'ai pas envie d'être vendeur non plus. Je trouve que la zone tient bien. On va voir la réaction du pétrole. Peut-être qu'on va avoir une réaction après les chiffres de l'inflation, mais plus. Je cherche des achats, bien entendu, mais pas dans ces conditions-là. Voilà. Pour moi, il faudrait au moins qu'on break. Tant pis si je rate une partie du mouvement, mais au moins j'aurai une confirmation. Les ventes, pour moi, c'est trop tard, tant qu'on ne casse pas cette zone. Mais pour un achat, les conditions optimales, on va dire, ne sont pas réunies. Autant sur le light, peut-être que certains ont tenté sur Touchette de payer, et on est venu combler le gap. On est venu. Voilà. Ici, il ne manquait pas grand-chose, on ne l'avait pas fermé. Et là, vous voyez, tac, juste ici, on a comblé ce fameux gap. C'est reparti, comme je vous disais, le marché a une mémoire. Ça a comblé le gap, boum, c'est reparti derrière. Là, pour le coup, on a la même configuration. Comme sur le WT, comme sur le Brent, en daily, on n'a pas un signal vraiment de retournement haussier. C'est un peu en données 4 heures que ça va se passer. Voilà, même constat. Vous voyez la zone, je devrais même l'élargir celle-là. Un peu plus large. On va mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. On est dans la zone avec la M50. Là, c'était travaillé, travaillé. Un peu ce double creux. De nouveau, notre oblique. Et on est pile poil dessus. Vous voyez? Sur ce biseau. Donc je préfère le plan sur le WTI, comme toujours. Effectivement, c'est intéressant. On a une belle oblique, MM50, une belle zone, potentiellement un biseau, auquel cas, il me faudrait un break des 99,45. Voilà, plan acheteur sur le WTI. Si on casse ce niveau en clôture, avec un stop loss sous les plus bas. Les plus agressifs le mettront par ici. Voilà, les plus prudents sous les plus bas, sous le bas de la zone, soit sous le bas de la zone, soit sous les plus bas. Voilà. Mais la condition pour moi, c'est de breaker cette oblique, notre Kijun et notre MM50. Pour pouvoir rentrer sereinement, repasser au-dessus de la zone, rentrer sereinement et viser voilà, un TP1 par ici, un TP2 dans le haut de cette zone. Donc affaire à suivre, mais comme sur le Brent, les conditions optimales ne sont pas réunies pour prendre position sur le WTI, comme sur le Brent. En tout cas, là, la configuration est clairement plus propre, mais pas d'achat sous résistance. On attend la cassure de la zone horizontale, de la Kijun, de la M50 et de la sortie par le haut de ce fameux biseau. Le BTC, comme expliqué en introduction, c'est du Nasdaq. Je reste à l'écart, je n'aime pas la dynamique qu'on est en train de prendre. Je trouve qu'on a clairement une dégradation de la tendance daily, en tout cas ici. On est complètement retombé. Hier, grosse bougie, on a même perdu 6%, autant pour moi. Je pensais qu'on avait perdu 4% et 6% sur l'Ethereum. Le Nasdaq a perdu quasiment 2,5%, comme je vous le disais en introduction. Le Bitcoin, c'est un ETF Nasdaq avec un effet de levier. Actuellement, à court terme, je parle, je précise bien, avec une corrélation positive à quasiment 0,7, forcément, oui, on a du Nasdaq, copier-coller du Nasdaq avec effet de levier. Donc pour l'heure, pressurisé par la hausse du dollar, pressurisé par la hausse continue des rendements obligataires et par le resserrement de la politique monétaire de la Fed. Et techniquement, c'est pas joli. Voilà. Là, techniquement, on avait un biseau. J'attends de voir
pour réajuster peut-être cette oblique. Si je prends cette mèche, bon, je préfère quand même relier un maximum de points de contact entre eux. J'attends de voir. Mais là, je trouvais quand même que cette oblique, en prenant ce point de contact ici, s'alignait parfaitement avec notre zone. La cassure pullback, j'ai presque envie de mettre en place un plan vendeur. Très honnêtement, plan vendeur, vente, et viser ça, TP1. À vous de voir. Mais en aucun cas, je passerai acheteur sur le BTC. Je trouve que ça se dégrade vraiment. La bougie weekly était pas belle la semaine dernière. Ça en a vraiment fait chou blanc. Complètement retombé, invalidé. Et là, c'est franchement limite. Et je verrais bien un retour. Un retour sur la borne basse du canal de long terme vers les 35 000 $. Voilà. Quand je vois cette sortie de biseau, fin de consolidation, pullback, j'attends quand même les chiffres de l'inflation. Voyons voir ce que ça va donner pour les crypto-monnaies. Si les acheteurs parviennent à reconquérir ces niveaux, ok, je donnerai un peu plus de crédit au BTC. Mais si ma foi, cette zone n'est pas très rapidement reprise à la hausse, comme je vous disais, je n'exclus pas de mettre en place un plan vendeur même, avec un stop loss par ici et viser en TP1 36 000 et en TP2 34 700, 33 850. Voilà. Mais on ne peut pas ignorer cette dégradation, je trouve, de la dynamique sur le BTC, avec le sentiment qu'on avait une tendance baissière, une consolidation dans une figure chartiste, et ici le breakpoint nous donne un signal de poursuite de la baisse. Voilà. Donc, on fera le point demain après l'inflation. Mais dans l'état actuel des choses, c'est baissier. Et les vendeurs gardent la main. Voilà, en données 4 heures, sur le fil du rasoir, ma foi, si ça reprend, tant mieux. Les acheteurs auront montré un peu de force, mais si c'est juste un pullback et qu'on casse les plus bas, eh bien, selon moi, plan vendeur pour aller chercher plus bas. Voilà, 37 000, 35 000, 33 850. L'Ethereum, c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Seulement, je trouve toujours que le dynamique est un peu plus confortable avec la prise d'appui sur la MM50 ici. Et notre zone qui est pas loin. Bon, on a quand même cassé un gros niveau, mais bon, c'est pas horrible. Pareil, si on a Tenkan et Kijun qui s'alignent et que finalement on reprend de la hauteur, on pourrait avoir un joli signal technique aussi derrière. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais effectivement, on est sur support sur l'Ethereum. Alors que sur le BTC, on n'est pas du tout sur support, on est sous une résistance. Donc, point positif. Grosse dégradation, par contre, pareil, je considérerais que les vendeurs reprennent la main très clairement si on break ce seuil. Mais là, je viserais de nouveau un retour un peu plus bas. Pas de plan sur l'Ethereum, juste un constat. Je pense qu'on a retracé quoi, 50%. Quasiment, on est sur les 50%. Bon, 61,8 c'est notre zone. Et si on break les 61,8 et qu'on casse notre zone, comme je vous le disais, forcément, forte probabilité qu'on retrace tout le mouvement et qu'on aille chercher les 2545. Donc pour l'heure, très honnêtement, pas de plan. Je suis en mode observateur sur les cryptos. Et j'attends surtout qu'on ait une corrélation moins importante des cryptos, notamment du BTC par rapport au Nasdaq. Ça, ce serait aussi un bon point, car pour l'heure, finalement, la corrélation par rapport au marché traditionnel est extrêmement forte. Pareil, même constat, j'attends des retours sur zone pour tenter de nouveau des achats. Pour l'heure, on est un peu au milieu du désert.
Pareil, l'inflation américaine peut avoir un impact, donc voilà, parfois mieux vaut être observateur qu'acteur, comme je vous le dis souvent. Ouais. Flatten Can, notre niveau, soutenu avec la MM50. Effectivement, c'est un bon point. Voilà, Flatten Can, soutenu M50, mais pour moi, il faut s'extraire. Chikou qui vient taper Kit jaune. Effectivement, on est sur un beau niveau de support sur l'Ethereum. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on ait un peu de flux qui reviennent sur les cryptos. Auquel cas, ça risque d'être compliqué et on pourrait retomber. Donc, bien évidemment, je préfère la configuration de l'Ethereum qui reste selon moi encore positive, alors que sur le BTC, on a quasiment voilà, on est bien retombé et donc on a annulé tout le travail des acheteurs durant les 3-4 dernières semaines. Bon, plus focus sur l'Ethereum qui, encore une fois, surperforme le BTC pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.